Bien, mes chers collègues, merci à ceux qui nous ont rejoints à 9 h. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'horaire auquel nous sommes habitués, mais je pense que beaucoup de monde va nous rejoindre rapidement. Mes chers collègues, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce matin Madame Anne-Marie Descotes, qui est donc secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour évoquer les grandes lignes du budget 2026 et les conditions de sa mise en œuvre. Madame la secrétaire générale, je vous souhaite la bienvenue devant notre commission. Le ministre, et je voudrais tout d'abord, oui, pour vous-même et pour mes collègues, vous demander de bien vouloir excuser notre président Cédric Perrin, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Le ministre aime à rappeler que le ministère fait beaucoup, Madame la secrétaire générale, avec peu, en comparant le budget de son ministère à celui de l'Opéra de Paris, de la métropole de Toulouse. Et c'est vrai que la comparaison peut laisser à méditer. Pour notre part, ici au Sénat, nous aimons souligner l'importance du continuum entre la diplomatie et la défense, et nous ne pouvons que regretter que la sanctuarisation du cœur du régalien n'ait pas concerné l'action extérieure de l'État, aussi bien que la mission défense. Au-delà de cette position de principe, le quasi-gel des crédits de la mission Action extérieure de l'État invite à s'interroger sur le sens des engagements pris en 2023 par le président de la République à l'issue des États généraux de la diplomatie. Le schéma d'emploi déjà revu à la baisse l'an dernier par rapport au plan de réarmement de notre diplomatie qui prévoyait la création de 700 ETP à l'horizon 2027 sera nul en 2026. Les départs en retraite feront-ils bientôt repartir la courbe des effectifs en sens inverse? C'est une question. Que reste-t-il plus largement de l'ambition de 2023? Deuxième question. Certains chantiers sont certes prometteurs. En matière de rayonnement et d'influence, des progrès sont rendus possibles, du moins l'espère-t-on, par le renforcement de notre communication stratégique, la professionnalisation de l'organisation d'événements internationaux ou encore grâce à l'Académie diplomatique. Mais pour le reste, les marges de manœuvre sont comprimées par la hausse du coût de la masse salariale et certains postes non pilotables. Dans un contexte international toujours plus dégradé, les fonctions essentielles de notre action extérieure restent donc soumises à rude épreuve. Je songe en particulier aux dépenses de soutien au réseau diplomatique et à la sécurité de nos emprises à l'étranger, mais c'est encore vrai aussi de notre participation aux organisations multilatérales ou aussi de notre coopération de sécurité et de défense. Vous nous direz, Madame la secrétaire générale, comment nous pouvons mieux évaluer qualitativement les résultats de notre action extérieure dans ces circonstances. Celle-ci fait probablement partie des politiques publiques les plus difficiles à évaluer. Les documents budgétaires n'y aident d'ailleurs pas toujours, mais peut-être travaillez-vous à clarifier cet aspect des choses. Nous aimerions également vous entendre sur notre capacité à mettre en œuvre les autres volets de notre action extérieure, plus durement touchés par les efforts budgétaires en proportion de leurs moyens. Je pense aux crédits du programme 151 qui baissent d'environ 1%, ceux de la diplomatie culturelle et d'influence de 7%, le programme 209 également qui est amputé de près d'un tiers de ses moyens, et je ne doute pas que nos rapporteurs pourront obtenir davantage d'explications quand ils s'exprimeront après vous avoir cédé la parole. Donc, je vous donne donc la parole pour un propos liminaire, Madame la secrétaire générale, avant que donc ces rapporteurs vous posent différentes questions et que d'autres collègues commissaires puissent intervenir, bien sûr à l'issue de vos réponses. Et je rappelle pour tous ceux qui sont ici que cette audition est captée et diffusée sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Madame la secrétaire générale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les vice-présidents, Mesdames les vice-présidentes, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères vous a présenté, vous l'avez rappelé, donc le 28 octobre, les grands axes et les objectifs prioritaires du budget de notre ministère pour 2026. Mais je vous remercie de m'avoir demandé de m'exprimer à mon tour et de vous aider à affiner votre évaluation de la qualité de notre action. C'est un exercice difficile, mais je vais m'y atteler.
mon équipe pourra compléter en tant que de besoin. Sont à mes côtés le directeur des affaires financières du ministère, M. Alexandre Mauroy, la directrice générale adjointe des affaires politiques, Emmanuel Lachaussée, le directeur du pilotage et de la stratégie au sein de la direction générale de la mondialisation, Patrick Lachaussée, Madame Samantha Bombel, chef de la mission de gestion administrative et financière au sein de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et ma chargée de mission, Madame Hélène Châtel. Alors, lorsqu'on parle du budget du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la question, bien sûr, centrale pour nous, c'est de savoir s'il va nous permettre de poursuivre la transformation engagée depuis 2 ans et demi pour mener à bien les 3 grandes missions prioritaires que nous a fixées le ministre: protéger nos compatriotes à l'étranger, défendre les intérêts de la France et des Français, informés par nos analyses de la situation et de l'évolution des relations avec les pays dans lesquels nous sommes, informer nos autorités, informer les Français, informer le reste du monde aussi de nos positions. Alors, parmi les chantiers mis en œuvre, pour montrer que nous sommes toujours dans la mise en œuvre de cette transformation, je voudrais citer les quelques chantiers suivants. D'abord, la réponse aux nouvelles menaces, en premier lieu dans le champ informationnel, pour garantir, je dirais, la bonne perception de notre action à l'international. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes réarmés dans la guerre informationnelle pour comprendre d'abord face à quoi et à qui on s'engage. Nous avons augmenté les effectifs dédiés à la veille stratégique, qui ont augmenté donc de 12 ETP en 3 ans. Nous avons maintenant 27 postes de travail dédiés à cette action de veille. Nous avons équipé nos veilleurs des outils dont ils avaient besoin à Paris et dans le réseau pour détecter, analyser en temps réel les campagnes qui ciblent les intérêts français. Et preuve, je crois, de l'agilité de notre dispositif, nous mobilisons également l'expertise du CDCS, donc du Centre de crise et de soutien, pour contribuer à l'extension de nos capacités de veille. Et depuis cet automne, l'équipe de permanence du Centre de crise et de soutien est équipée d'accès au logiciel SAHAR pour suivre les tendances et attaques informationnelles. Donc se réarmer, c'est bien sûr aussi se mettre en capacité de riposter. Et là, nous nous sommes dotés d'un compte de riposte qui inclut une part d'automatisation et qui s'appelle French Response en anglais, puisque pour être compris de la plupart de nos je dirais, des interlocuteurs visés. L'objectif, donc, c'est de rétablir les faits, redresser les perceptions en poussant proactivement les lignes françaises. Nous avons aussi investi pour renforcer la résilience de nos réseaux numériques et nos capacités dans le champ de la cybersécurité. Ces actions, évidemment, ont été validées dans le cadre de la RNS, pilotée par le SGDSN, qui reconnaît le rôle de notre ministère en la matière. Et nous avons donc adopté une trajectoire ambitieuse de déploiement de ces outils cette année et en 2026, j'y reviendrai. Nous renforçons aussi nos efforts en faveur de la sécurité économique. Nous élaborons et nous portons les positions françaises en matière de lutte anticorruption, de conduite responsable des entreprises, de lutte contre la coercition économique, des positions concernant bien sûr aussi la propriété intellectuelle, les standards industriels, la sécurisation de nos accès aux approvisionnements critiques et la mise en place de normes financières pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Concernant la lutte contre le narcotrafic, comme l'a annoncé récemment Jean-Noël Barrot durant son déplacement en Colombie, nous entendons traiter le mal à la racine et faire monter le Quai d'Orsay en première ligne sur ces sujets. De nouveaux accords de coopération ont été signés en matière de douane et de lutte contre les criminels. Une attention prioritaire est également portée par notre ministère à la robustesse de la procédure de délivrance de visas et à la lutte contre la fraude. De nombreux chantiers sont d'ores et déjà en cours. Une task force fraude visa a été créée avec le ministère de l'Intérieur à notre demande afin d'avancer sur les dossiers structurants. Je pense en particulier à la lutte contre les officines, afin de mutualiser les informations, de mettre en œuvre les bonnes pratiques et de sensibiliser les postes sur ces questions. Nous travaillons à mettre en commun avec le ministère de l'Intérieur nos indicateurs et nos outils de pilotage pour permettre justement à nos postes de mieux identifier les filières d'immigration irrégulière et d'en tirer les conséquences en termes de délivrance de visas. La connaissance du contexte local par les agents
des services des visas est évidemment un atout majeur qu'a notre réseau, et c'est pour cela que nous voulons le mettre à disposition du ministère de l'Intérieur, mais préserver cette action en commun. Nous devons donc aussi mieux les outiller. Je pense à la modernisation de France Visa, y compris au travers de la dématérialisation des procédures. La lutte contre les officines, bien sûr, est importante. Préemption de rendez-vous, fraude documentaire, c'est un enjeu. Les postes et les prestataires de services sont mobilisés. Nous avons lancé des expérimentations comme l'attribution de rendez-vous, par exemple au Maroc. Plus de 300 référents fraude assurent une veille et mutualise les bonnes pratiques, et nous formons nos agents à tous les niveaux. Des cellules transversales sont activées dans nos postes les plus exposés. Nous avons acquis des outils de détection, lampes UV, loupe, abonnement à des bases de données, etc. Et nous effectuons des levées d'actes civils et faisons appel lorsque c'est nécessaire à des prestations d'expertise juridique. En ce qui concerne la fraude sociale, des échanges d'informations réguliers ont lieu entre les organismes de protection sociale français et les consulats. C'est un point extrêmement important. Une convention de 2022 entre la CNAV et le MEAE a permis d'expérimenter une procédure de contrôle de l'existence des pensionnés en Algérie. Et là, je parle d'un préjudice évité de 7,9 millions d'euros sur les 16 premiers mois de l'expérimentation. À notre demande, les référents fraude de nos postes auront prochainement accès au répertoire national commun de la protection sociale qui regroupe les données sur les prestations sociales versées aux assurés, et un groupe de travail avec les ministères concernés œuvre sur la question de la dette hospitalière des patients non résidents, non assurés en France, qui est estimée à environ 140 millions d'euros. Je voudrais citer aussi, bien sûr, la transformation de nos services aux Français avec le déploiement de la plateforme téléphonique France Consulaire, dont la couverture mondiale va être assurée d'ici la fin de cette année, la dématérialisation des démarches offertes aux Français à l'étranger, notamment le paiement des titres par timbre électronique, le renouvellement des passeports sans comparution, le vote par Internet, le registre d'état civil électronique, ainsi que leur simplification. Je voudrais également citer le développement de l'agilité et de la performance de notre réseau à l'étranger par son investissement dans la transformation numérique, avec le développement de premiers cas d'usage de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la transcription et de la traduction et dans la confection de résumés automatisés, et également par le déploiement sans surcoût d'un agenda de la simplification qui se traduit notamment par la dématérialisation ou la suppression de 3/4 de nos formulaires, par la suppression de près de 2000 notes administratives récurrentes en 8 mois, ainsi que par des programmes d'efficacité opérationnelle dans les consulats et les secrétariats généraux d'ambassade. Nous entretenons également, et c'était un point important parmi les recommandations de notre transformation en 2023, nous entretenons et aiguisons notre expertise en matière d'enjeux globaux afin de peser mieux dans les négociations internationales en matière notamment de changement climatique, d'intelligence artificielle, de santé mondiale, de migration. Nous recrutons des profils spécialisés et surtout nous formons nos agents titulaires. Je voudrais également citer la transformation de notre politique managériale, notre politique des ressources humaines, grâce à la refonte des concours d'entrée dans une logique de plus grande professionnalisation, le déploiement d'une marque employeur pour diversifier nos viviers de recrutement, la création, vous l'avez cité Madame la Présidente, de l'Académie diplomatique et consulaire, ou encore la mise en œuvre d'un nouveau plan d'action égalité professionnelle pour 2024-2026. Nous sommes plus que jamais attractifs et nous l'avons vu en constatant les chiffres de la sortie de l'INSP, mais également dans tous nos concours, puisque nous avons plus de 38% d'inscrits au concours de secrétaire des Affaires étrangères Orient et plus 42% pour le concours secrétaire des Affaires étrangères Voie générale cette année par rapport à l'année N-1 qui était déjà un record pour la participation au concours B et C. Et cette transformation associe bien sûr les agents et s'appuie sur le dialogue social dans l'ensemble du ministère et du réseau. Alors, comment faire tout cela? Le ministre vous l'a indiqué. Nous faisons beaucoup avec peu et ces chantiers majeurs que je viens de rappeler ont été conduits alors que le ministère contribue depuis 2024 à l'effort de redressement des comptes publics avec une baisse cumulée de moins
34% de ces crédits en loi de finances initiale au cours des 2 dernières années, ce qui constitue, je voudrais le souligner, un effort sans équivalent au niveau des administrations de l'État. Malgré ces réductions, le ministre s'est résolu à préserver notre capacité d'investissement dans l'avenir et à accélérer nos efforts de modernisation. La vitesse à laquelle évolue l'environnement international et les menaces diffuses portées à nos intérêts nous y obligent. Nous avons donc été conduits de nouveau à faire des choix pour préserver nos projets prioritaires. Le ministre vous a présenté la façon dont il a rendu ses arbitrages et dont les chantiers de réforme et de modernisation ont été protégés. Donc je viens d'évoquer devant vous nos projets en matière de communication stratégique, de transformation numérique, de poursuite des chantiers de modernisation consulaire. Je voudrais donc également appeler votre attention, parce que c'est un point important dans le débat budgétaire, sur la poursuite de notre dynamique de ressources humaines, malgré cette forte contrainte que je viens de citer, pour essayer de garantir dans la durée une allocation en conformité avec nos priorités de politique extérieure. Donc, la loi de finances initiale pour 2025 a défini un schéma d'emploi à plus 75 ETP, ce qui a porté le total des ETP créés dans le cadre de l'agenda de transformation depuis 3 ans à 325. Le ministère s'est attaché à ce que les ressources nouvelles soient mobilisées pour tenir compte de l'évolution du contexte géopolitique et bien sûr des objectifs tracés par le ministre et le président de la République. Alors, ces nouveaux effectifs ont permis de donner plus de robustesse à notre réseau diplomatique, notamment dans les zones de crise. Après 60% en 2024, ce sont 75% des quelques créations de postes réalisées cette année qui ont concerné le réseau à l'étranger, prioritairement la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient et la zone Afrique. Le PLF 2026, lui, prévoit, vous le savez, un schéma d'emploi neutre. Donc certains estimeront qu'il est en retrait par rapport à la trajectoire fixée par le président de la République en 2023. Oui, évidemment, mais je préfère pour ma part y voir la préservation d'un acquis dans un contexte où plusieurs ministères verront leurs effectifs baisser l'année prochaine. Cette stabilisation nous permet, je dirais, de cranter les créations des dernières années et ainsi d'essayer de poursuivre une politique dynamique par la réallocation de nos moyens. Elle est facilitée par le regroupement de toute la masse salariale du ministère sur le seul programme 105 depuis le 1er janvier dernier. Nous sommes confrontés évidemment chaque année à des besoins nouveaux. Donc nous travaillons bien sûr sur les gains de productivité qui sont générés notamment par nos projets de modernisation et cela nous permet donc de faire des redéploiements. Dans cette logique, le service France Consulaire, par exemple, a été créé sans création nette d'ETP, en procédant uniquement par redéploiement. Le redéploiement de l'application de gestion à l'étranger Crocus, interfacée avec Chorus, qui a constitué une simplification majeure pour les agents en permettant la dématérialisation des comptabilités des postes et en simplifiant les échanges avec l'administration centrale, a également permis des redéploiements. Ça a permis la suppression de 19 ETP à la direction des affaires financières. Nous continuerons à porter nos efforts, évidemment, en priorité sur le renforcement de notre réseau à l'étranger, puisque ont été annoncées des ouvertures ou réouvertures de postes. Je pense à Nuuk, au Groenland, à Benghazi, en Libye et à Damas en Syrie. Des axes d'évolution du réseau intégreront en particulier la transformation de notre réseau consulaire, le renforcement de notre présence en Indo-Pacifique, l'évolution du dispositif en Afrique, le renforcement de notre présence dans le voisinage russe et en Arctique, ainsi que de notre dispositif en matière de communication stratégique. Et tous ces redéploiements seront définitivement arbitrés par le ministre d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les crédits du programme 105, donc Action de la France en Europe et dans le monde, les moyens permettent, au prix de priorisation là aussi, la préservation des fondamentaux et la poursuite des réformes les plus structurantes. Les réformes de conflictualité, vous le savez, ne cessent d'évoluer et de s'aggraver. Les rapports de puissance se durcissent, les luttes d'influence s'intensifient, le droit international et le multilatéralisme sont remis en cause aujourd'hui. Dans ce contexte, nous considérons que notre mission d'analyse politique est absolument essentielle et pour la mener à bien, nous devons nous y préparer. Nous contribuons au système multilatéral et aux institutions qui œuvrent à la paix et à la sécurité internationale, qui représentent le premier poste de dépense du programme 105, hors base salariale.
Les contributions financières aux opérations de maintien de la paix représenteront 205 millions d'euros, additionnés aux 10 contributions obligatoires les plus importantes, ONU, FEP, OTAN, Conseil de l'Europe. Ce seront 84% de ces contributions qui seront concentrées sur les grands enjeux de sécurité qui touchent nos compatriotes. En tout, 768 millions d'euros serviront à maintenir notre pays comme un acteur majeur du système multilatéral et garant de ses équilibres. Dans le prolongement de nos contributions internationales, notre coopération de sécurité et de défense opérera un pivot vers de nouvelles zones géographiques comme l'Indo-Pacifique, mais bien sûr tout en consolidant ce que nous avons déjà engagé sur le flanc est de l'Europe et bien sûr également en faveur de nouvelles thématiques comme la lutte contre l'immigration irrégulière et la criminalité organisée sous toutes ses formes. Donc nous priorisons pour 2026 les projets suivants. La formation de nos agents, d'abord. L'Académie diplomatique et consulaire créée l'an dernier va poursuivre sa montée en puissance avec un budget stable, 6 millions d'euros, 108,25 ETP, dont une création de poste en 2024 et 7 en 2025. Elle va renforcer la formation initiale et continue, poursuivre le rapprochement avec les citoyens, je pense à la Fabrique de la diplomatie, au CHEAD, à l'Académie diplomatique d'été, à la réserve diplomatique citoyenne, contribuera bien sûr aux échanges avec le monde de la recherche et elle développera des partenariats avec les organismes de formation des pays prioritaires. Deuxième point, deuxième projet important pour 2026, la sécurité de nos emprises. Les besoins sont immenses dans ce domaine et ne pourront évidemment pas être tous couverts. Mais nous allons renforcer prioritairement la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires avec une hausse globale de 5 millions d'euros pour assurer la protection. En investissement, 28 millions d'euros permettront de poursuivre les travaux de remise à niveau et d'adaptation des emprises aux menaces. Parmi les principales opérations nouvelles envisagées pour 2026 et qui devront être arbitrées en programmation, nous pouvons citer la sécurisation du site de la nouvelle ambassade à Doha, 2 millions d'euros, la remise aux normes de sécurité de l'ambassade de France à Lomé, 1 million d'euros. Conjointement avec la direction de l'immobilier, ces crédits permettront également d'assurer l'ouverture de nouveaux postes, dont 1,7 million d'euros pour la réouverture de l'ambassade de France à Damas et 500 000 euros pour l'ouverture du futur consulat général à Nuuk. L'opération emblématique d'extension et de réhabilitation de l'aide des archives du Quai d'Orsay, qui est appelé le projet ERA, va débuter là en 2026 et offrira une capacité de 600 postes de travail supplémentaires sur le site du Quai d'Orsay. Ça n'est pas un luxe que ce projet, c'est un projet vraiment structurant qui va permettre à terme la réduction de nos emprises en termes de nombre de sites parisiens, puisque nous passerons de 7 à 3. Et pour accompagner les travaux, nous avons dû prendre à bail un site temporaire, Spalis, en Seine-Saint-Denis, près du village olympique, pour accueillir pendant 5 ans, pendant les 5 ans des travaux, 300 postes de travail pour limiter l'exposition des agents aux nuisances des travaux et assurer bien sûr leur santé et leur sécurité. Les opérations de travaux à l'étranger seront poursuivies et l'entretien du parc immobilier, qui avait fait l'objet d'une mesure de réduction de 15 millions d'euros lors de la CMP du PLF 2025, bénéficiera d'un rebasage partiel à hauteur de 7,5 millions d'euros. Nous avions renoncé en 2025 à de nombreuses opérations, dont 80 opérations annuelles de réparation, représentant 2,5 millions d'euros, et 83 opérations structurantes pour un total de 8,4 millions d'euros. Ce niveau de crédit constitue vraiment le minimum pour mener toutes les opérations prioritaires en 2026. Je pense notamment à la réouverture de notre ambassade à Damas, qui demande bien sûr des travaux en matière de sécurisation. Nos agents ont besoin, évidemment, comme tous les professionnels, d'outils toujours plus performants. Le budget de la direction du numérique sera augmenté de 5 millions d'euros. Cela permettra de continuer à accompagner les évolutions des métiers de la diplomatie par une transformation numérique en mettant en œuvre des technologies innovantes, à commencer par des cas d'usage en matière d'intelligence artificielle et un renforcement de la lutte contre les risques de cybersécurité. Nous avons besoin de monter en puissance également pour poursuivre le déploiement d'une communication stratégique ambitieuse dans le contexte de guerre informationnelle que j'ai rappelé. Les crédits de la direction de la communication et de la presse progresseront de plus 10 millions d'euros.
pour développer nos actions à l'étranger, de façon à la fois plus massive et plus ciblée, et pour occuper l'espace médiatique et faire évoluer les perceptions. Il s'agira de mettre à disposition du réseau diplomatique des outils de veille de qualité qui permettent de monitorer en direct l'activité des réseaux sociaux pour, je dirais, avoir une application de riposte plus rapide sous forme de messages ou de contenu audiovisuel destinés à des audiences étrangères avec des narratifs qui doivent être adaptés à chaque région et à chaque public cible. Enfin, nous avons besoin de rester visibles, crédibles, influents sur les grands enjeux globaux. Et donc, ce sera le cas avec l'organisation du sommet du G7, pour lequel nous avons prévu une enveloppe de 20 millions d'euros, et du sommet Africa Forward au printemps avec une enveloppe de 7,5 millions d'euros. En ce qui concerne notre action consulaire, donc le programme 151 présente une baisse de 1%, mais les moyens consacrés aux grands chantiers de modernisation sont renforcés à hauteur de 2,9 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2025 pour améliorer la qualité du service rendu aux Français de l'étranger et permettre aux agents consulaires de se concentrer davantage sur leur cœur de métier en apportant une attention particulière aux publics les plus fragiles et peu familiers de l'environnement numérique. Les enquêtes de satisfaction sont désormais systématiques pour mieux prendre en compte les attentes des usagers des services consulaires, et leurs résultats sont très positifs puisque nous avons reçu une satisfaction supérieure à 90%. Une cellule excellence consulaire a été mise en place à la rentrée pour aider nos postes à améliorer dans la durée la qualité du service public. Plusieurs projets emblématiques sont en voie de finalisation en 2026. Le service France Consulaire, qui couvre à ce jour 175 pays et plus de 80% des inscrits, achèvera son déploiement à l'échelle mondiale à la fin de cette année civile, avec l'intégration des pays restants du continent américain et de l'Océanie. Ce centre de contact et de réponse téléphonique renseigne et accompagne les usagers dans leur démarche du quotidien. Il continue à rencontrer un franc succès. Les taux de satisfaction, là aussi, sont très élevés. 89% pour la qualité de la réponse, 94% pour la qualité de l'accueil, 90% pour le délai d'attente. Le registre d'état civil électronique, dont la loi du 13 juin 2024 a prolongé l'expérimentation jusqu'en juillet 27, a pour finalité de dématérialiser intégralement l'état civil dont ce ministère est dépositaire, pour en moderniser la gestion et là aussi simplifier les démarches des usagers. C'est un projet ambitieux qui a permis la délivrance dématérialisée de plus de 4 millions de copies d'actes d'état civil dans un délai de 4 jours. Les développements financés en 2026 à hauteur de 3,8 millions d'euros porteront sur la création, la mise à jour et la conservation d'actes dématérialisés. Le vote par Internet, qui est un sujet qui, je crois, vous intéresse également particulièrement, est aujourd'hui largement plébiscité. 75% des votants lors des élections législatives anticipées de 2024 y ont eu recours. 85% des votants lors de l'élection législative partielle de la 5e circonscription des Français de l'étranger, Portugal, Espagne, Monaco, Andorre, qui vient de se tenir. Il sera à nouveau mis en œuvre en 2026 pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger avec une nouvelle solution de vote qui intègre notamment la possibilité pour l'électeur de s'identifier grâce à l'identité numérique certifiée France Identité. L'expérimentation du renouvellement des passeports sans comparution qui a été menée pendant 1 an au Canada et au Portugal va reprendre pour 2 ans avant la fin de l'année et sera élargie à 2 nouveaux pays, Australie et Espagne. Le projet de décret est actuellement à l'examen du Conseil d'État. L'effort en faveur du soutien aux Français de l'étranger est également maintenu en 2026. 107 millions d'euros seront consacrés à l'aide à la scolarité, avec une enveloppe de 104,5 millions d'euros pour les bourses scolaires. Les moyens alloués sont en baisse de 4,9 millions d'euros par rapport à la LFI 2025, mais en ligne avec la prévision d'exécution 2025. L'enveloppe dédiée à l'accompagnement des élèves en situation de handicap voit en revanche ses moyens portés à 2,5 millions d'euros, donc plus 0,5 millions d'euros par rapport à l'an passé, afin de répondre aux besoins. Les crédits consacrés aux affaires sociales s'élèveront à 19,6 millions d'euros, légère baisse de 0,7 millions d'euros par rapport à 2025, mais je dirais une enveloppe budgétaire qui reste à un niveau substantiel, avec notamment le maintien de la dotation allouée aux aides sociales directes, 15,2 millions d'euros, et au staff, 1,6 million d'euros,
une enveloppe de 1,4 million d'euros consacrée aux OLES, plus 0,2 millions d'euros, et une seconde de 0,8 aux dépenses de rapatriement après rétrotransfert au profit du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles de 0,5 millions d'euros programmés au titre de la prise en charge des soins et hospitalisation en Nouvelle-Calédonie des Français du Vanuatu. Alors que nous venons d'accueillir la 4e conférence des diplomaties féministes à Paris, eh bien, nos services consulaires, sachez-le, sont également très investis dans la protection des femmes françaises à l'étranger qui sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, d'agressions sexuelles ou de mariages forcés. Sur ce défi, comme sur beaucoup d'autres, nous faisons mieux, sans dépenser plus, puisque nous veillons surtout à renforcer le dispositif d'information et d'accompagnement des victimes. Pour préserver les crédits qui concourent à ces projets importants, nous avons dû faire des choix et notamment baisser l'enveloppe des bourses scolaires de 4,9 millions d'euros. Ce montant est toutefois en ligne avec la prévision d'exécution 2025 et nous avons par ailleurs veillé à renforcer les moyens dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap, je l'ai dit et je voulais le souligner. J'en viens au crédit consacré au travers du programme 185 à notre diplomatie culturelle et d'influence. La proposition de budget pour le PLF 2026 s'établit à moins 7% par rapport à la LFI 2025 et entend concilier l'objectif de maîtrise renforcée de la dépense publique et la poursuite de notre politique d'influence et de notre action culturelle extérieure. La photographie du programme, en quelques mots, se présente comme suit. Plus de 80 millions d'euros de moyens alloués au réseau culturel et de coopération à l'étranger, donc hors crédit non spécifique d'intervention. C'est une enveloppe de crédit qui est préservée dans un contexte où plusieurs de nos établissements sont fragilisés, mais préservation n'est pas synonyme d'immobilisme. Là aussi, notre réseau continuera d'évoluer de façon dynamique, ce qui pourra bien sûr conduire ici ou là à la fermeture des antennes d'instituts français les plus déficitaires. Des subventions aux opérateurs qui s'élèvent à 420 millions et demi d'euros, ventilés entre l'AEFE, c'est la plus grosse partie avec 391,6 millions d'euros, l'Institut français, 25,5 millions d'euros, et Campus France pour 3,4 millions d'euros. Les baisses prévues, en particulier celle de la subvention de l'AEFE, impliquent évidemment une réflexion quant à l'évolution du modèle économique de chacun de ces opérateurs, sans remise en cause de leur statut ni de leur mission. 56,3 millions d'euros de crédits sont destinés à notre politique d'attractivité universitaire et scientifique, en premier lieu les bourses de mobilité étudiante, dans un contexte là aussi très contraint, moins 19%, et ça nous a amené bien sûr à hiérarchiser les programmes et à se recentrer sur les publics les plus prioritaires. Le ministère continue d'œuvrer en faveur de l'atteinte de l'objectif de doublement du nombre de boursiers en France à l'horizon 2027. C'est la stratégie interministérielle Bienvenue en France, et ce en dépit de la tendance baissière de nos moyens. 43,5 millions d'euros sont des crédits que nous appelons des crédits non spécifiques d'intervention, qui sont donc mobilisés dans le réseau culturel et de coopération. Là aussi, nous sommes sur une enveloppe en baisse de moins 6 millions d'euros. La nouvelle donne budgétaire exige de poursuivre dans le prolongement des mouvements, des dynamiques amorcées en 2024, notamment le réarmement du réseau, le renforcement de l'attractivité universitaire et scientifique, la priorisation de nos dispositifs d'intervention et de coopération, avec bien sûr l'exigence inchangée d'être en capacité de répondre aux enjeux d'influence ou stratégiques. Et là, vous le savez, c'est le programme 209 consacré à la solidarité avec les pays en développement qui est le principal programme mis à contribution. Nos outils bilatéraux seront les moins affectés par cette baisse. C'est un choix structurant fait par le ministre qui prend en compte les observations faites d'ailleurs par plusieurs d'entre vous, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, quant à la valeur ajoutée que constituent ces outils pour notre influence. Donc en 2026, le programme est doté de 1,1 milliard d'euros en autorisation d'engagement et de 1,5 milliard en crédit de paiement, c'est-à-dire moins 22% par rapport à l'an passé. L'effort de redressement des comptes publics a été réparti de manière à honorer nos engagements obligatoires ou politiquement majeurs, tout en préservant, je l'ai dit, autant que possible le canal bilatéral. Nous avons donc décidé de transférer la plupart de nos contributions multilatérales
vers le programme 384. La coopération multilatérale hors humanitaire est donc ramenée à 61 millions d'euros, dont 37 à destination des organisations de la francophonie, alors que la France, comme vous le savez, conserve jusqu'en 2026 la présidence du sommet. Le contexte budgétaire nous contraint également à redimensionner notre aide projet. Le plan d'affaires de l'Agence française de développement s'élève à 333 millions d'euros, moins 51% en autorisation d'engagement. Les dispositifs du Fonds Équipe France bénéficient d'une enveloppe totale de 80 millions d'euros, moins 41%. Cette trajectoire permet de financer les projets déjà engagés et laisse à nos ambassades des marges d'action pour initier de nouveaux projets. En lien avec nos priorités stratégiques, nous continuons à monter en puissance dans la lutte contre la désinformation avec une hausse de plus 10,6 millions d'euros des moyens attribués à France Média Monde. Sur les géographies prioritaires, l'aide budgétaire à la Palestine, 8 millions d'euros est maintenue et une hausse des crédits permettra le financement du nouveau fonds de reconstruction de l'Ukraine, 21 millions d'euros en autorisation d'engagement. Enfin, la coopération décentralisée est renforcée pour ancrer véritablement la diplomatie dans nos territoires avec plus 8 millions d'euros. L'objectif de notre investissement là est bien sûr de susciter des cofinancements de la part des collectivités et d'avoir ainsi un effet de levier. L'aide humanitaire est maintenue à un niveau légèrement supérieur à celui de 2017. Il s'élève à 294 millions d'euros. Nous avons fait le choix de préserver le cœur de notre dispositif de réponse aux crises. Le Fonds d'urgence humanitaire et de stabilité aura 194 millions d'euros. L'aide alimentaire programmée ainsi que les contributions volontaires humanitaires aux Nations Unies s'élèveront respectivement à 50 millions d'euros. Enfin, notre contribution au Fonds européen de développement, le FED, s'établit à 124,7 millions d'euros, soit moins 13%. Cette contribution diminuera progressivement jusqu'à l'extinction du fonds. Comme vous le savez, nous sommes un ministère qui fait face à de nombreuses crises. Je dirais c'est vraiment notre lot quotidien et aussi le cœur de notre action. Aussi, avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur les moyens du centre de crise et de soutien qui permet une coordination exemplaire des moyens de l'État sur laquelle de nombreux partenaires comptent, notamment en cas d'évacuation. L'action du CDCS a été particulièrement remarquable cette année, avec 12 000 appels pendant la guerre des 12 jours, un record de consultation du site Conseil aux voyageurs, avec la libération de nos otages, avec les évacuations du Proche-Orient. En 2026, nous préservons la capacité de préparation du CDCS avec des moyens de fonctionnement à 5,29 millions d'euros en PLF 2026, soit 0,04 millions d'euros de plus par rapport à 2025. Nous pensons néanmoins que le CDCS sera ainsi armé pour assurer la préparation du ministère et de son réseau à la gestion de crise, appuyer les postes diplomatiques et consulaires dans l'élaboration de leur plan de sécurité, accessible sur l'application FEDR, bientôt mise à jour, pour poursuivre le renforcement de la capacité de réponse téléphonique adossée à une cellule de crise en cas d'afflux massif d'appels, améliorer encore les fiches conseils aux voyageurs dont la certification ISO 9001 a été renouvelée cette année. Nous avons constaté 21,9 millions de consultations en 2024. Donc nous savons que ces fiches conseils aux voyageurs sont vraiment utiles et consultées par le public. Pour développer et promouvoir le service fil d'Ariane auprès du grand public, assurer la veille sécuritaire sur l'ensemble des risques qui peuvent concerner nos compatriotes à l'étranger, poursuivre le renouvellement des moyens de communication radio et satellitaires de nos postes, poursuivre la mise en place de points de regroupement des biens de première nécessité, des matériels et produits de santé, ainsi que divers matériels nécessaires à la gestion de crise dans les postes exposés, organiser les cellules de crise, assurer le retour de nos ressortissants le cas échéant. Donc, je le rappelle, pour tout cela, nous avons 5,29 millions d'euros. En gestion, nous serons amenés, comme chaque année, à financer sous enveloppe les éventuelles opérations d'évacuation qui ne font pas l'objet d'un budget dédié ou d'un dégel de la réserve de précaution et pour lesquelles l'affrètement des appareils militaires, il faut le savoir, nous est refacturé. Environ 1 million d'euros pour chaque affrètement. Pour 2025, l'enveloppe de 1,5 million d'euros budgétée en loi de finances initiale au titre de la gestion de crise n'a pas suffi
et a dû être abondée en gestion en repriorisant nos dépenses pour tenir compte des dépenses réelles qui s'élèvent à 2,7 millions d'euros jusqu'à ce jour. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les principaux éléments sur lesquels je souhaitais appeler votre attention alors que vous finalisez votre étude de notre projet de budget. Vous m'aviez demandé de vous aider à évaluer la qualité de notre action. J'espère que j'ai réussi à le faire. C'est évidemment toujours très difficile si on mesure la qualité de notre action à la guerre et à la paix. On pourrait parfois se poser des questions, mais il faut penser à toutes les crises que nous évitons, à celles que nous devons accompagner, auxquelles nous faisons face. Et en tout cas, la paix reste évidemment notre objectif majeur. Merci de votre attention. Merci beaucoup Madame la Secrétaire Générale. Bon, c'est un exposé, je crois que tout le monde en sera d'accord, très complet sur les grandes lignes du budget 2026 et aussi l'action extérieure de l'État. Je pense que vous avez d'ailleurs répondu par anticipation à un certain nombre des questions de nos collègues rapporteurs ou commissaires de la Commission. Néanmoins, je vais tout de suite leur passer la parole. Et pour le programme 105, Jean-Baptiste Lemoine. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci Madame la Secrétaire Générale pour cet exposé effectivement très complet. Avec Valérie Boyer, donc, nous rapportons sur le P105 et donc en son nom aussi je m'exprimerai ce matin en l'excusant. Première question, le ministre a évoqué l'actualisation appelée de ses voeux du livre blanc de notre diplomatie. Le dernier remonte à 2008 et d'ailleurs un des deux coprésidents vient de nous quitter récemment, c'était Louis Schweitzer et ça avait été animé également par Alain Juppé. De quelle façon le secrétaire général se prépare à cette échéance de révision, d'actualisation de ce livre blanc? Deuxième question liée à la stratégie immobilière, puisque la Cour des comptes a remis un rapport, c'était au printemps dernier, avec un certain nombre de recommandations, 7, savoir si vous les endossiez ou pas, quelles étaient du coup les actions de remédiation mises en œuvre. Vous avez évoqué, s'agissant de la stratégie immobilière, effectivement l'action conduite sur les sites parisiens, avec cette rationalisation permise par du nombre de sites permise par les travaux de l'aile des archives. Mais bon, on est là sur des travaux qui vont nous conduire pendant 4-5 ans, vous l'avez dit. Quid de la stratégie pour l'autre emprise majeure qui est Nantes, parce qu'on est là face à un bâtiment qui est qui accuse le poids des décennies et qui accueille des services pourtant essentiels, notamment pour nos Français établis hors de France. Donc, sûrement besoin aussi d'un projet de ce point de vue-là sur cette emprise. Et dernière question, vous avez fait référence à l'évolution, du monde et des nouvelles menaces qui montent. Un certain nombre de réponses qui sont apportées, cyber, numérique, guerre informationnelle. Il me semble qu'il y a des domaines dans lesquels les enjeux vont être majeurs dans les prochaines années. Je pense au spatial notamment. Le président de la République est d'ailleurs à Toulouse aujourd'hui sur cette thématique. Et ce sont des domaines dans lesquels il y a peu de structuration internationale, si je puis dire. Et donc, si on ne veut pas se retrouver à être price taker, pardon, de cet anglicisme, à tout simplement devoir adopter des règles auxquelles nous n'aurons pas contribué, il est sûrement important d'investir peut-être dans la mise en place de codes de conduite, dans la contribution aux travaux d'un certain nombre d'organisations spécialisées. Et donc j'en viens à ma question liée aux organisations internationales. On voit les limites des OI traditionnels généralistes, type ONU, compte tenu d'un certain nombre de blocages. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt investir et monter en puissance sur les organisations internationales sectorielles spécialisées dans ces domaines liés aux nouvelles technologies en annexe à cela, nous sommes très forts en diplomatie événementielle et on se souvient en 2020 du lancement du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Quid dans la durée de ces initiatives? Quel impact dans ce secteur qui aujourd'hui est au cœur de nos vies, si je puis dire? Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, merci,
Merci, monsieur le rapporteur. Je vais peut-être, si vous le permettez, commencer par la dernière question, parce qu'effectivement, elle est d'actualité sur le spatial. Le président de la République étant aujourd'hui à Toulouse pour inaugurer le centre de commandement opérationnel de l'OTAN et annoncera à cette occasion un certain nombre de choses importantes qui orienteront notre politique spatiale à quelques jours d'une rencontre ministérielle importante de l'ESA à Brême, puis d'autres échéances, puisque il a annoncé également que nous organiserions au cours du premier semestre 2026, un sommet sur ces questions spatiales avec nos amis allemands, précisément pour voir comment nous pouvons, nous Français, mais surtout en Européens, sur ces enjeux majeurs où je dirais les règles sont aujourd'hui largement insuffisantes. Comment nous pouvons, en tant qu'Européens, affirmer notre souveraineté à la fois en investissant dans les moyens et également dans ce que vous avez appelé, oui, le code de conduite, et en étant précisément plus présent dans les organisations spécialisées, en essayant de définir des règles, parce que l'espace est un objet qui n'est quasiment pas régulé aujourd'hui. Or, effectivement, nous assistons à une montée en puissance d'acteurs qui avancent, je dirais, de manière autonome, non régulée, et cela représente une menace considérable. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je ne veux pas préempter les annonces du président de la République, mais sur lesquels nous sommes évidemment pleinement mobilisés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Économie et de l'Industrie. Et puis, bien sûr, avec l'objectif au niveau européen de mieux nous organiser. Et ce sera un axe très important de la discussion du prochain cadre financier pluriannuel avec la Commission européenne. Sur l'autre grand sujet de nouvelles technologies que vous avez évoqué, et qui est celui de l'intelligence artificielle, il y a un suivi. Alors, nous avions bien en tête le risque qu'au-delà de l'événementiel, il n'y ait pas de suivi, et c'est pour cela que le président de la République a confié à Madame Bouvreau, qui avait été son envoyée spéciale pour l'organisation de notre sommet, et bien d'être en charge du suivi opérationnel, précisément pour être sûr que les choses ne restent pas lettre morte. Et la prochaine étape sera en février, avec l'organisation par les Indiens qui co-organisaient le sommet avec nous du prochain sommet international sur l'intelligence artificielle. Donc il y a un suivi et nous sommes là particulièrement mobilisés, je dirais à la fois sur les aspects de création, de suivi des standards et de la régulation, mais également sur le positionnement de nos entreprises et des investissements. Je reviens maintenant sur la stratégie immobilière. Donc, nous avons évidemment accueilli avec tout l'intérêt qu'il mérite le rapport de la Cour des comptes et ses recommandations qui sont, je dirais, le fruit d'échanges très étroits entre nous, nos services et les magistrats de la Cour des comptes. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont déjà achevées, comme la mise en place d'une gouvernance plus réactive et le développement d'outils permettant une meilleure connaissance de notre parc immobilier. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons énormément à faire et très peu de moyens, donc il faut vraiment prioriser, alors même que les dépenses de sécurité et de sécurisation des emprises sont très importantes. En ce qui concerne Nantes, c'est pour nous aussi une priorité, et je m'y rendrai d'ailleurs à nouveau avant la fin de l'année. Et donc nous menons, je dirais, Nantes et ERA en parallèle. Nous veillons à ne pas délaisser Nantes, mais il y a d'ailleurs un certain nombre de travaux d'entretien lourds qui ne sont pas très visibles, mais qui ont déjà été menés
menées, notamment en matière de sécurité. Et nous finalisons actuellement un schéma d'ensemble pour permettre à la fois la rénovation de bâtiments qui se dégradent et l'accueil, là aussi, de nouveaux services, puisque nous avons à terme l'objectif d'avoir sur le site nantais 1200 agents. Mais voilà, nous faisons face. Et la rédaction du schéma est compliquée parce que nous faisons face à des bâtiments dont l'état se dégrade plus vite que ce que nous avions anticipé, et donc c'est un vrai défi. En ce qui concerne le livre blanc, et merci Monsieur le sénateur, Monsieur le rapporteur de l'avoir rappelé, nous avons eu bien sûr une pensée émue pour Louis Schweitzer, qui avait effectivement regardé de très près notre ministère, avait fait beaucoup de propositions, et puis ensuite auprès de Laurent Fabius, lorsque a été mise en place la diplomatie économique, il s'était également beaucoup investi avec nous dans la réflexion et la mise en place de cette nouvelle mission. Et donc nous sommes évidemment, je dirais, en tout cas par la pensée, très fidèles à tout ce travail qui a été fait. À ce stade, à ma connaissance, le ministre n'a pas prévu de révision, mais je pense que là, dans l'immédiat, compte tenu des nouvelles priorités qui s'imposent à nous du fait du contexte international, et nous avons, je dirais, un contexte budgétaire contraint, travailler, je dirais, surtout dans la logique des recommandations. Ça n'était pas un livre blanc, mais les 350 recommandations de 2023 ont quand même largement guidé la transformation que nous mettons aujourd'hui en œuvre. Et si le ministre Barrot a lui-même précisé ses orientations et ce souhait de centrer notre action sur la sécurité des Français, sur la défense de nos positions et la guerre informationnelle, c'est bien sûr en tenant compte à la fois de cette trajectoire, mais aussi de la revue nationale stratégique. Je crois qu'aujourd'hui, on peut insister sur l'importance de la revue nationale stratégique qui comporte une partie internationale à laquelle nous avons très largement contribué. Et je crois que là, nous sommes maintenant dans la mise en œuvre de cette stratégie qui est aussi un guide puissant pour nous, notamment dans tout ce travail qui concerne la préservation de notre influence, la lutte contre les menaces et la guerre informationnelle. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je vais demander aussi à mes collègues d'être le plus court possible et également dans les réponses. Je suis désolée de vous dire ça, mais nous avons une autre audition qui est prévue là très vite. Alors, je donne tout de suite la parole à Guillaume Gontard pour le 151. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. Je poserai également une question pour mon collègue Ronan Le Gleut qui ne pouvait être présent et qui s'en excuse. Vous en avez parlé, mais les aides sociales relèvent du programme 151 et regroupent les aides directes versées mensuellement aux Français de l'étranger, personnes ou familles ayant de très faibles revenus ou ponctuellement à celles et ceux qui se trouvent en difficulté temporaire. Cela inclut notamment l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité. Versées en commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger, leur montant, qui s'élève à 15,2 millions d'euros, reste inchangé dans ce projet de loi de finances. La Cour des comptes a réclamé, dans un récent rapport dont vous venez de parler, une étude d'impact sur les aides qui pourrait être confiée à une structure spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques. Pouvez-vous donc nous indiquer les suites éventuelles données à cette recommandation? Il serait également utile de connaître les caractéristiques des publics bénéficiaires et leur évolution, les critères d'attribution et surtout l'efficacité de cette aide versée à nos compatriotes installés à l'étranger. Concernant les bourses scolaires, cette année, l'enveloppe réservée aux bourses scolaires destinées aux élèves de l'enseignement français à l'étranger est une nouvelle fois en baisse de près de 5 millions d'euros. Cette baisse répond, nous indique la direction des Français de l'étranger et des affaires consulaires, à la diminution continue du nombre d'élèves boursiers observée depuis 2022. Elle serait de 10% entre la session 2023-2024 et la session 2024-2025. Il est donc indispensable, pour ajuster au mieux le montant et les critères de distribution des bourses scolaires, de disposer d'une connaissance précise du public visé et des facteurs de la baisse observée.
Et l'enjeu est évidemment de taille, puisqu'il relève à la fois du rayonnement de notre pays dans le monde et de la solidarité nationale. Or, il semble qu'aucune étude n'ait été menée sur cette question. Pouvez-vous donc nous indiquer si le ministère a l'intention de conduire une telle étude et d'en partager les résultats avec la représentation nationale? Et puis une question complémentaire. Le président de la République a annoncé, vous en avez également parlé, le 15 juin 2025, à l'occasion de sa visite au Groenland, l'ouverture d'un consulat français à Nuuk. Quelle mission, du coup, ce consulat serait-il appelé à remplir? Merci. Je vous laisse la parole d'une façon très concise, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Donc, effectivement, on a un système d'aide sociale. Il faut le rappeler, nous sommes le seul pays en Europe à avoir un tel système au profit de nos communautés expatriées. C'est un système vraiment robuste, au-delà des secours d'urgence et des rapatriements que je rappelle, parce que c'est aussi quelque chose qui coûte. Nous mettons donc en place ce versement d'allocation, 15,2 millions d'euros effectivement pour 4206 allocataires en 2025. 1,14 million d'euros ont été accordés à 86 associations aussi qui viennent en aide aux Français en difficulté. Alors je comprends bien que ce que vous souhaitez, ce n'est pas la confirmation des chiffres, mais la question de l'évaluation des aides. Nous avons sur ce point sollicité nos postes pour mener à l'occasion des conseils consulaires des bourses de l'automne une aide. Alors ça concerne les bourses scolaires bien sûr, mais pour l'évaluation des aides sociales, là aussi nous avons demandé à nos postes d'essayer de procéder à cette évaluation, notamment pour essayer de mesurer l'impact des aides que nous apportons. Sommes-nous les mieux outillés pour cela? Je ne sais pas s'il faut demander à la Cour des comptes ou à des organismes de contrôle de nous aider dans cette tâche. C'est évidemment très compliqué et ça demande bien sûr un travail très minutieux. Qu'il convient de mener auprès des familles et des bénéficiaires. C'est un point très délicat, mais sachez que nous l'avons en tête et qu'en tout cas nos postes sont instruits d'une part de travailler sur l'impact des aides sociales et en ce qui concerne les bourses scolaires, eh bien, à l'occasion des conseils consulaires de faire remonter leur analyse sur cette baisse des demandes qui a été déterminante bien sûr dans l'allocation du budget, puisque nous nous sommes fiés à ce qui avait été exécuté. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole pour le 104. Excusez-moi, je n'ai pas répondu sur Nuuk et donc l'idée d'un consulat général au Groenland. Cette annonce est évidemment un caractère très politique et très géostratégique au moment où les États-Unis eux-mêmes affirmaient de manière très péremptoire leur volonté de mettre la main sur le Groenland. Pour l'instant, il s'agit de mettre en place une forme d'antenne et qui sera aidée à partir de Copenhague. On n'est pas dans une situation où on a une grosse communauté française. C'est un autre type de travail et de mission qu'il va falloir construire en lien avec les autorités locales. Voilà. Merci pour cette précision. Pour la diplomatie culturelle et d'influence, le 185, je donne donc la parole à mon co-rapporteur Didier Barry. Merci Madame la Présidente. L'an dernier, Madame la Secrétaire Générale, avec ma collègue donc Catherine Dumas, qui m'a demandé de poser une question aussi en son nom, nous estimions que l'ambition de l'État en matière de diplomatie culturelle et d'influence était contrariée du fait des baisses de crédits. Cette année, avec une nouvelle coupe de près de 46 millions d'euros, cette ambition nous semble en grande partie abandonnée. De plus, le programme 185 aura subi en 2025 3 surgels budgétaires successifs, souvent annoncés à la dernière minute. Cette imprévisibilité contraint vos services à un véritable pilotage à vue, alors même que ce domaine exige de la visibilité et de la constance. Cette diminution touche en particulier l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont la subvention pour charges de service public diminuera de 25 millions d'euros. Outre le fait que l'objectif de doublement des effectifs d'élèves à l'horizon 2027 semble désormais définitivement enterré, cette baisse interroge la soutenabilité financière de l'agence.
En effet, sa trésorerie pourrait, en fin d'année 2026, tomber à un niveau historiquement bas, autour de 9 millions d'euros. Dans le même temps, les besoins immobiliers des établissements en gestion directe ne cessent de croître. La dégradation de certaines infrastructures fragilise leur attractivité. Dans la concurrence que se livrent les établissements à l'étranger, la qualité des locaux comme des installations sportives constitue un critère déterminant pour les familles. Lors de son audition, la direction de l'AEFE a indiqué engager une refonte de son modèle économique afin de faire face à ce que l'on peut qualifier d'effet de ciseau entre charges croissantes et ressources en baisse. Pouvez-vous nous préciser les pistes envisagées dans ce cadre, notamment celles relatives à l'élargissement de l'assiette de la participation à la rémunération des résidents et détachés aux cotisations sociales et les conséquences que ces évolutions pourraient avoir sur les personnels, les établissements et leurs familles. Deuxième sujet, celui des bourses étudiantes. Depuis la fin de l'été, les postes à l'étranger ont pour consigne de ne plus notifier de bourses, mettant à mal nos relations avec nos partenaires, parfois cofinanceurs de ces programmes. S'agissant des bourses de mobilité notamment, celles-ci verront leur montant diminuer de 20%, passant de 70 à 56 millions d'euros, une première. Dans ces conditions, Madame la Secrétaire Générale, comment votre ministère entend-il faire en sorte que la France demeure une destination attractive pour les mobilités étudiantes internationales? Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, notre diplomatie culturelle constitue sans aucun doute un vecteur d'influence qu'il nous faut maintenir et en tout cas savoir mieux exploiter dans ce contexte extrêmement contraint, en nous appuyant sur l'héritage, en essayant d'être le plus agile possible et de nous appuyer aussi sur ce maillage international que forme notre réseau des instituts français, des IFRE, des alliances françaises. Nous allons plus que jamais nous appuyer là sur notre, je dirais, notre savoir-faire pour essayer de faire mieux avec des moyens en baisse. Alors pour aller plus rapidement dans le détail, il y a la question bien sûr de l'AEFE qui est, je dirais, à la fois matrice de la francophonie, matrice de la promotion de notre vision du monde et de nos valeurs à travers notre système éducatif. Nous savons le rôle de l'AEFE dans la formation localement des élites et puis le service que ce réseau apporte aux familles qui sont à l'étranger. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. L'AEFE est dans une très grande difficulté aujourd'hui, au moment où la subvention pour charge de service public ne cesse de diminuer. Et donc, c'est évidemment un outil qu'il faut préserver, mais il faut repenser son modèle économique pour qu'il soit soutenable. Et il faut là travailler sur différents correctifs dans un contexte où la crise, elle n'est pas imputable à l'AEFE elle-même. Il y a à la fois, je dirais, la baisse de la subvention, la hausse continue de la masse salariale du fait de décisions réglementaires. Je pense au taux de pension civile, à la revalorisation indiciaire, l'accumulation aussi de situations particulières, d'exemptions qui, selon les situations géographiques, déclin démographique dans certaines régions, des facteurs de crise. Bref, tout cela a conduit donc l'AEFE à mettre en place un groupe de travail interministériel avec tous les ministères concernés, budget, notre ministère, le ministère du budget, le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a effectivement plusieurs pistes qui sont examinées actuellement. Je ne voudrais pas préjuger des décisions qui seront prises non seulement par le ministre, mais je dirais ensuite par le conseil d'administration, parce que c'est là qu'il faudra que les décisions soient prises. Mais il faudra, je dirais, dans le pilotage, regarder à la fois l'aide apportée, la contribution apportée par les familles à travers les écolages, les conditions d'emploi et de rémunération des personnels et plus largement, peut-être à long terme, le pilotage de la politique d'homologation. En tout cas, il faut que là, je dirais, sans parti pris, et celle qui vous parle a un amour particulier pour ce réseau de l'AEFE que j'ai eu l'honneur de piloter pendant 5 ans. On est dans une situation évidemment extrêmement difficile, tout en restant très, très, très en deçà de nos concurrents. Donc, je crois que là, il faut que cette question soit
soit posée. Il faut que les familles qui bénéficient de ce réseau exceptionnel acceptent de faire un effort supplémentaire, en tout cas un effort exceptionnel pour passer un cap, parce que nous sommes devant une situation très dégradée. En ce qui concerne la mobilité étudiante, eh bien, là aussi, dans un contexte de contraintes budgétaires, nous devons surtout pas abandonner ce levier extrêmement important pour notre influence, mais le recentrer de façon à la fois thématique et géographique. Nous devons baisser l'enveloppe de près de 20%, donc évidemment cela aura un impact, mais nous devons rester encore une fois concentrés sur les secteurs prioritaires comme celui des hautes technologies et essayer de voir quels sont, je dirais, les secteurs de pointe dans lesquels nous avons intérêt, nous, à rester attractifs et à avoir ces échanges avec des étudiants étrangers. Bien, merci beaucoup. Bien, alors nous allons passer directement aux questions des autres commissaires de notre commission. Tout d'abord, Christian Cambon. 1 minute, réponse question. Oui, d'accord. Merci, Présidente. Je laisserai peut-être à Patrice Joly le soin de plaider une nouvelle fois pour sauvegarder autant que nous pouvons les crédits d'aide au développement qui subissent un éreintement jamais vu. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point et vous poser une question. Le premier point, c'est les difficultés qu'ont nos consulats généraux, notamment les grands consulats, à faire face à l'augmentation croissante des demandes de titres de séjour et notamment le rôle de TLS, dont vous savez tout autour les soupçons que nous avons dans un certain nombre de pays, de trafic qui se met en place autour de TLS, puisque des gens achètent des créneaux de rendez-vous et les revendent avec des sommes incroyables, ce qui paralyse en quelque sorte et l'action de nos consulats et l'image que nous avons vis-à-vis des consulats étrangers. Et puis une question un peu plus intéressée, puisque j'y serai demain. La France a soutenu la résolution 2797 concernant le Sahara occidental. 40 pays ont d'ores et déjà décidé d'ouvrir un consulat soit à La Hayoun, soit à Dakhla. Est-ce que la France peut profiter de son nouveau positionnement au Maroc et envisager l'ouverture d'un consulat au Sahara occidental? Merci. Dans la foulée, on va prendre une autre question. Hélène Conway-Mouret. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale. Oui, écoutez, vous avez commencé votre propos en disant que vous faites beaucoup avec peu, et j'ajouterais et avec de moins en moins de moyens chaque année. Si ce n'était pour l'engagement des personnels à tous les grades et à tous les niveaux et dans tous les postes pour faire marcher ce ministère. Alors moi, je vais embrayer sur le Maroc, puisque à Agadir, nous avons un sujet. Alors j'entends la requête de mon collègue d'ouverture d'un nouveau consulat, à ceci près qu'à Agadir, il est prévu de regrouper l'Institut français et le consulat d'Agadir, et cela rencontre une certaine opposition de la communauté française qui s'oppose à la vente de la propriété. Donc j'aimerais savoir comment le ministère justifie ce choix, puisque le nombre de Français augmente considérablement et, comme vient de le souligner le président Cambon, il y a au niveau marocain quand même aujourd'hui un intérêt tout particulier au développement du sud marocain. Quel est le coût et le bénéfice réel de ce projet de regroupement, et cette opération a-t-elle fait l'objet d'une évaluation immobilière indépendante et d'une analyse coût-bénéfice? J'ai également une question très rapide sur le Mali. J'aimerais savoir quels sont les moyens budgétaires et humains qui sont mobilisés aujourd'hui pour assurer la protection d'un éventuel rapatriement de nos ressortissants, puisque le ministère recommande aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible par des vols commerciaux quand ils sont encore disponibles. Et aussi, est-ce que vous avez des mesures particulières pour garantir la continuité consulaire et la sécurité de nos agents sur place? Enfin, sur le vote électronique qui est disponible aujourd'hui pour les Français de l'étranger, vous avez parlé de transformation numérique. C'est vrai qu'il y a une augmentation du budget et un test à grandeur nature a été réalisé. Nous avons énormément de retours de cette expérience avec
des problèmes techniques, des gens qui n'ont pas pu voter du tout. Donc j'aimerais savoir si vous prévoyez de partager l'analyse et les conclusions de ce test grandeur nature, s'il y en aura un nouveau, et quelles améliorations techniques sont prévues si cela est le cas. Il faudra que ça soit le cas pour que l'ensemble des Français qui sont appelés à voter puissent le faire pour les élections de 2026. Merci. Oui, très rapidement. Merci, merci beaucoup. En réponse à Monsieur Cambon et en 2 minutes, évidemment, la réduction de l'enveloppe APD de 51%, hein, entre 2025 et 2026 a évidemment des conséquences. C'est tout à fait clair. Et donc, nous allons là, je dirais, retravailler vraiment sur les priorités. Comme je l'ai dit dans mon exposé introductif, nous allons privilégier le bilatéral par rapport au multilatéral. Nous allons nous centrer sur la solidarité face aux crises, l'investissement dans les grands défis auxquels nous faisons face et bien sûr la recherche d'alliances. Tout cela devant être évidemment, je dirais, en cohérence avec le travail que nous menons par ailleurs dans les instances internationales et depuis 2023 avec le sommet sur les 4 P, et le travail sur le financement du développement. Évidemment, tout cela est compliqué au moment où les moyens sont contraints pour de nombreux pays, y compris pour l'Union européenne, et au moment où les États-Unis, eux, font des choix radicalement différents qui mettent les pays bénéficiaires, évidemment, dans des situations extrêmement délicate. Pardon. Sur la question de la sécurité et en matière consulaire, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons vraiment mieux outiller tous nos consulats et notamment la lutte contre les officines que vous avez évoqué est un enjeu absolument majeur pour nous. Nous l'avons bien en tête. Nous avons aujourd'hui donc expérimenté pour contrecarrer le point que vous avez soulevé. Nous avons fait une expérience au Maroc d'attribution aléatoire de rendez-vous pour contrecarrer le point que vous avez souligné. Nous avons le souhait de nous appuyer davantage sur PSE et puis nous avons un certain nombre de solutions techniques pour essayer justement de mieux lutter contre la fraude et contre je dirais, toutes les pratiques auxquelles nous devons faire face et que nous devons essayer de contrecarrer. Et nous avons bien sûr multiplié aussi pour les postes l'acquisition d'outils de détection, les lampes, les loupes, l'abonnement à des bases de données. Et nous essayons là aussi d'avoir un appui en termes de prestations d'expertise juridique pour essayer au plus près des demandes et des dossiers de débusquer la fraude et l'action des officines. Sur le Sahara occidental, eh bien, il y a d'abord, je dirais, ces discussions à avoir avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour, je dirais, à long terme, savoir comment les choses vont se développer sur la base du plan marocain. Et nous y travaillons avec nos amis marocains, bien sûr, et donc nous attendons que ces discussions aient abouti et qu'on ait une vision claire de ce qui va se mettre en place pour poser la question de notre présence consulaire. Mais nous ne sommes pas inactifs et nous ne sommes pas absents de cette zone, évidemment. En ce qui concerne la question du Mali, les vols commerciaux sont possibles. Nous savons que notre communauté, la communauté binationale est très très importante et bien sûr elle voudra certainement
rentrer. Nous ne pouvons pas anticiper les retours et il n'est pas question enfin, nous appelons bien sûr les informations que nous donnons, la vigilance que nous avons déjà depuis plusieurs semaines sur la situation est maximum et le CDCS est là totalement mobilisé pour venir en... Pardon ? Ce qui est mis en place pour les accompagner. Sur place, nous avons une équipe très réduite, comme vous savez, au Mali. Donc, nous faisons au mieux pour répondre aux communautés françaises. Après, il y a des décisions que les communautés et les familles elles-mêmes devront prendre. Mais je dirais, à ce stade, nous n'arrivons pas, nous ne sommes pas en mesure d'anticiper ce qu'elles décideront, ce qu'elles souhaiteront faire en termes de retour. Mais nous sommes évidemment, ce qui reste de nos équipes sur place sont là pour les aider. Sur le test du vote électronique, oui, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord sur le principe pour partager les résultats de l'analyse de l'efficacité de ce vote électronique et de l'analyse qui en seront faites. Je n'ai pas répondu, Madame la sénatrice, à votre question sur Agadir et je vous demande de me laisser la possibilité de revenir ultérieurement pour vous donner des éléments plus précis sur l'opération immobilière que vous avez citée. Bien, merci. 2 questions, Olivier Cadic et après Michel Gréaume. Merci Madame la Présidente. Oui, félicitations pour l'engagement du ministère dans la lutte contre le narcotrafic annoncé. Et je voudrais rendre hommage aussi à la directrice des Français de l'étranger pour les progrès spectaculaires constatés depuis qu'elle occupe ce poste et les premiers résultats en matière de lutte contre la fraude obtenue par les consulats. Donc félicitations pour tout ça. Félicitations aussi pour cette décision de revoir le modèle économique de l'AEFE, que vous savez que j'appelais de mes voeux depuis maintenant plus de 10 ans, afin de pouvoir justement favoriser le développement du réseau en faisant payer le juste prix au juste coût, comme l'a si bien dit la directrice générale de la mondialisation. Là où je serai un peu plus critique, c'est sur le besoin des emprises qui sont nombreux, vous l'avez dit, et beaucoup de sujets sur les procédures pour justement pour les nouveaux projets. Et je vais appuyer la demande de ma collègue concernant justement la situation d'Agadir. Il y aurait d'autres sites qui posent aussi des difficultés. Je vois Barcelone, il y a aussi un projet aussi de remettre le consulat dans les locaux de l'Institut français. Nous avons eu de fausses bonnes idées en matière d'immobilier. On a pu le voir à l'ONU, à New York, la résidence dans l'ambassade du Cap. On a plusieurs sujets comme ça. C'est des décisions qui ont été prises. C'est difficile de revenir en arrière. Et pour des principes de rationalisation, il y a plusieurs projets de fusion, donc de consulat avec les instituts français. À Agadir, j'ai constaté, comme ma collègue, que le projet immobilier de vente du consulat dont nous sommes propriétaires pour le déplacer sur le site de l'Institut français fait l'unanimité contre lui sur le terrain. L'unanimité. Et je trouve personne, même au niveau du consulat sur place pour justifier ce sujet. Nous avons de nombreuses solutions alternatives qui permettraient de se révéler plus performantes au niveau des moyens budgétaires. Quelle est la procédure pour trouver les moyens d'une conciliation quand il y a de fortes résistances au niveau des projets immobiliers? Les hypothèses du prix de cession du site d'Agadir sont très contestées. Puis-je vous demander ici, comme l'a fait ma collègue, de recevoir les parlementaires pour analyser ce projet Agadir avant toute décision? En vous remerciant. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. D'abord, peut-être dans la foulée pour qu'on aille un peu plus vite. Michel Gréaume. Merci, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire Générale, malgré vos explications, à nos yeux, le budget 2026 acte une rupture profonde dans notre conception de l'action extérieure. Le programme 185, qui porte la diplomatie culturelle et d'influence, baisse de 65 millions. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, vous l'avez dit, perd quant à elle près de 70 millions de pouvoir d'achat. Campus France, en charge de l'attractivité universitaire, recule, lui, de 15,4 millions. Ces coupes ne sont pas neutres, puisque nous renonçons progressivement de fait à être une puissance d'accueil accessible. Nous passons d'une diplomatie culturelle fondée sur la solidarité, l'éducation et l'accès universel à la langue française vers une diplomatie de marché, vers un modèle de rentabilité où la sélection des publics et la marchandisation de nos institutions devient la règle.
Nos opérateurs sont désormais sommés de générer des recettes propres pour compenser la baisse des crédits. Les familles, les étudiants, les usagers deviennent les financeurs de l'influence française. L'AEFE augmente ses frais de scolarité. L'Institut français multiplie les certifications payantes. Ce qui était un service public mondial de la culture et de l'éducation devient un instrument d'accès réservé tourné vers les élites solvables. Et pendant ce temps, les effectifs diminuent. 55 postes supprimés à l'AEFE, des agents contractuels précarisés, des missions externalisées. C'est toute la chaîne humaine de la diplomatie culturelle qui s'affaiblit. En réduisant les crédits de la culture et de la coopération intellectuelle, la France affaiblit son rayonnement pacifique et sa capacité à défendre un modèle fondé sur l'émancipation, le partage du devoir et la diversité culturelle. Alors ma question est directe, Madame la Secrétaire générale, le gouvernement assume-t-il de transformer la diplomatie culturelle française en instrument de puissance économique au risque d'abandonner sa vocation universaliste? Et comment comptez-vous, avec un budget en baisse et des effectifs sous tension, garantir que l'action extérieure de la France reste un outil d'émancipation et de dialogue plutôt qu'un levier de compétitivité sélective? Merci. Il me faudrait plusieurs heures pour répondre à cette question. Je voudrais d'abord remercier le sénateur Cadic pour ses félicitations que je prends avec plaisir. Effectivement, et je les transmettrai à Pauline Carmona qui fait effectivement un excellent travail avec toutes ces équipes de la DFAE, à la fois dans l'amélioration de la qualité du service, la lutte contre la fraude. Et vraiment, je crois, merci de souligner que ce travail est visible. Et effectivement, le taux de satisfaction que nous avons en retour montre que nous avons là atteint notre cible. Et je crois que là, cette agilité et cette capacité à essayer de répondre là où sont les besoins et d'être plus souple dans l'organisation et l'affectation des moyens y est pour beaucoup. Et je sais qu'il y a encore des marges de progression qui seront utilisées. Donc c'est une bonne chose dans ce contexte très contraint. En ce qui concerne l'AEFE, oui, je crois que la question du juste coût se pose. Il faut la poser sans parti pris. Et depuis toujours, la difficulté de l'AEFE, c'est je dirais, ce grand écart entre un service qui est rendu aux familles et qui peuvent bénéficier de bourses, mais bien sûr, plus les frais de scolarité augmentent et plus il est difficile de couvrir avec la subvention de service public les bourses, et plus il est difficile de permettre l'accès à certaines familles françaises. Et en même temps, de l'autre côté, nous voulons faire de l'influence. Et là, il n'y a pas de raison objective d'être à un coût très inférieur à nos concurrents, même si on peut avoir des systèmes là aussi de bourses ou d'accueil d'enfants qui n'ont pas les moyens d'accéder à ces écolages, comme c'est déjà le cas. Mais je dirais, il y a là, un grand écart, une difficulté que la réduction de la subvention de service public ne permet pas de traiter. Et il faut donc se poser la question de manière maintenant très objective et regarder comment sortir de cette situation si nous voulons préserver cet outil tout à fait essentiel de notre action et de notre influence. Vous avez cité la situation de Barcelone, sur laquelle je ne suis pas en mesure de vous répondre très précisément. En revanche, je donne bien sûr mon accord pour que nous ayons une discussion comme sur Agadir, sur la base des éléments d'analyse qu'aura rassemblé la nouvelle directrice de la DIL avec ses équipes, dans un contexte qui là aussi évolue. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, on fait parfois de mauvais choix, mais c'est souvent plusieurs années plus tard qu'on s'aperçoit que les choix, parce que le marché immobilier a évolué localement, parce que la relation avec les pays a évolué, la communauté française. Donc ce sont des décisions difficiles et on ne jette la pierre à personne, mais effectivement c'est toujours après coup qu'on s'aperçoit que les choix auraient pu être différents. Et donc notre volonté n'est évidemment pas d'avoir raison seul contre tous. Il faut qu'il y ait une acceptation sur place. Et donc nous allons échanger avec vous sur ces sujets. Plus largement sur la politique culturelle et d'influence, comme je l'ai indiqué, nous essayons, je dirais, de faire au mieux en recentrant nos priorités. Nous essayons de faire en sorte que
nos opérateurs, qui sont des acteurs majeurs dans cette politique. J'ai parlé de l'Institut français, mais bien sûr Campus France, mais bien sûr Expertise France, doivent conserver les moyens et là aussi l'agilité nécessaire pour essayer de travailler de façon ciblée, centrée sur des priorités et, si possible, sur la base d'alliances et de partenariats, parce que effectivement, seuls nous ne pouvons pas financer l'intégralité des opérations que nous pouvons essayer de promouvoir, mais je crois que nous n'abandonnons pas du tout notre vocation universaliste et la politique de présence, de débat public et d'influence que nous menons et que nous faisons maintenant de façon totalement transversale avec la direction de la communication et de la presse d'un côté, la direction de la diplomatie culturelle de l'autre, et l'ensemble de notre réseau peut nous permettre de rester présent partout où c'est possible dans les débats. Merci beaucoup. Et pour finir, Roger Carucci et après Jean-Luc Ruel. Oui, je serai très bref, Madame la Présidente. Madame la Secrétaire Générale, nos ministres ne cessent de dire qu'il y a une guerre informationnelle. Et pourtant, nous ne donnons pas beaucoup de moyens à notre audiovisuel public extérieur. Alors, vous avez cette année un peu augmenté les moyens de France Médias Monde en prenant quelques millions sur l'APD, mais d'abord, est-ce que cette augmentation est pérenne ou est-ce que c'était une fois pour 2026? Deuxième élément, est-ce qu'il y a une stratégie réfléchie au Quai d'Orsay avec le ministère de la Culture pour peut-être avoir un pôle audiovisuel extérieur plus puissant, plus autonome par rapport à l'ensemble de l'audiovisuel public national? Est-ce que on ne va pas vers des difficultés? La Suisse envisage de se retirer dans 2 ans de TV5. France Médias Monde rééquilibre, mais quand même arrête un certain nombre d'émissions dans un certain nombre de langues. Est-ce que dans cette guerre informationnelle, nous n'avons pas intérêt, au-delà de bien des déclarations, à avoir un pôle extérieur beaucoup plus puissant que ce qu'il est? Je rappelle que le total TV5, France Médias Monde, c'est 400 millions, quand la Chine, tout compris, met 7 à 8 milliards, la Russie 3 milliards, la Turquie pratiquement autant. Est-ce que nous ne sommes pas en faiblesse? Est-ce que ça n'a pas joué dramatiquement contre nous en Afrique? Et est-ce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'un pôle extérieur beaucoup plus puissant? Merci Madame la Secrétaire, merci Présidente, merci Madame la Secrétaire Générale. L'année dernière, je vous avais... Oui, vous m'entendez? Voilà. Je vous avais interrogé sur l'absence d'informations précises quant au chiffrage des biens immobiliers détenus par le ministère à l'étranger. Vous m'aviez répondu que votre ministère était très précis et très au point quant au parc immobilier avec 21 000 biens répartis dans le monde. Or, un rapport de la Cour des comptes en mai 2025 indique, lui, qu'en juin 2024, le ministère gérait 2158 biens regroupés sur 1130 sites. C'est peut-être une différence de périmètre qui explique cela. Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes souligne que le système d'information patrimoniale est jugé, entre guillemets, à la traîne, la base de données immobilières n'étant pas pleinement opérationnelle ou fiable, que l'évaluation comptable des biens est incomplète, que le schéma directeur immobilier pluriannuel pour l'étranger est davantage descriptif que prospectif. La commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les biens de l'État à l'étranger fonctionne, mais son rôle stratégique reste à renforcer. Enfin, les effectifs spécialisés sont insuffisants pour couvrir la complexité des opérations à l'étranger. Alors, la Cour des comptes a formulé 7 recommandations, dont l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de contrôle des données immobilières à l'étranger, la fixation de critères précis et opposables pour l'instruction des dossiers, ainsi que des indicateurs de performance pour le CIM, la définition des priorités de sites et identification des contraintes majeures pour orienter les schémas locaux, enfin, le renforcement de compétences immobilières. Donc aujourd'hui, où en est la mise en œuvre de ces recommandations et quel est le calendrier que vous prévoyez? Ça rejoint un peu les préoccupations évoquées par mes collègues sur les choix constatés a posteriori, les choix négatifs constatés a posteriori.
Je vous remercie. Merci beaucoup. En réponse à monsieur Carucci, à titre personnel, oui, un pôle de l'audiovisuel extérieur plus puissant serait évidemment bienvenu, mais là nous sommes dans cette situation de contraintes budgétaires que vous connaissez. Il y a eu des débats avec le ministère de la Culture et d'autres parties prenantes sur le meilleur moyen d'arriver à un pôle puissant. Il nous a semblé essentiel de conserver le pôle de manière séparée, parce que nous travaillons, comme vous le savez, à l'attention d'un public qui ne demande pas le même traitement et de l'information que le reste, je dirais, de l'audiovisuel, d'où la nécessité pour nous de préserver la spécificité de l'audiovisuel extérieur. Nous avons effectivement fait un effort dans ce contexte pourtant très difficile. Nous veillerons à ce qu'il soit pérenne. Il y a un autre élément qui mérite d'être souligné, c'est la décision qui a été prise lors du sommet franco-allemand de Toulon pour France Médias Monde de travailler donc avec Deutsche Welle dans le contexte de cette guerre informationnelle où nous avons là la possibilité de mettre nos expertises en commun à défaut de nos moyens. Là aussi, Deutsche Welle a plus de moyens que nous, mais je crois que c'est très important que nous puissions travailler en partenariat et continuer bien sûr de réfléchir dans ce contexte très exigeant où, vous l'avez dit, nos principaux très grands concurrents ont des moyens bien supérieurs. Eh bien, nous travaillons aussi avec, je dirais, d'autres méthodes plus respectueuses des règles de bonne conduite et de bonne diffusion de l'information, ce qui n'est pas forcément le cas de certains compétiteurs que vous avez cités. Nous travaillons là aussi, et c'est le cas de France Médias Monde, en partenariat avec les pays que nous voulons aider et accompagner, partenariat en matière de formation des journalistes. Et je crois que lorsqu'on prône la qualité de l'information, il est important aussi d'aider d'autres pays à se former dans ce domaine-là. Et je pense que là, France Médias Monde accomplit une mission tout à fait essentielle. Mais bien sûr, nous devons maintenant, pour les années qui viennent, réfléchir à l'évolution du modèle. Vous avez signalé notamment les évolutions qui concernent TV5 Monde et qui devront en effet appeler une réflexion de notre part sur le long terme. En ce qui concerne l'immobilier, donc en complément de ce que j'ai pu dire tout à l'heure en réponse à une première question, je peux, je dirais, vous indiquer plusieurs actions qui sont mises en place à la demande de la Cour et suite à ce travail que nous avons fait en très bonne intelligence et qui nous a été très utile. Mais c'est vrai que je crois que la Cour d'ailleurs l'a vu, c'est très compliqué d'établir un schéma précis de nos emprises à l'étranger et surtout d'en avoir une analyse très précise, notamment quant à l'état et la valeur. Mais donc nous allons mettre en place dans les 6 mois à venir dans 9 schémas pluriannuels dans nos plus grands postes à enjeux immobiliers. Nous engageons une modification des règles de fonctionnement de la CIM, justement, pour mieux éclairer les décisions. Nous avons également un nouveau processus d'instruction des opérations immobilières avec une évaluation coût-bénéfice à moyen terme. Donc ces éléments devraient, je pense, permettre d'améliorer notre travail et répondre bien sûr à la demande de la Cour des comptes. Voilà, je peux donner quelques éclairages, si j'ai encore une minute, sur Agadir qui m'ont été passés. Donc le projet s'inscrit dans un double contexte, celui du regroupement des activités visa à Rabat, Casa, et donc cela a réduit les effectifs au consulat
consulat général à Agadir et la fusion de la fonction de consul général et de directeur de l'Institut français. Mais donc l'opération dont vous avez parlé, Madame la sénatrice, n'est pour l'instant qu'à un stade très préliminaire et une étude est en cours pour évaluer la faisabilité d'un regroupement sur le site de l'Institut français. Et là aussi, le rapport coût-bénéfice que nous pouvons en retirer. Et donc, les choses sont encore, une fois, à un stade préliminaire et nous partagerons, bien sûr, avec vous les conclusions de nos études sur ce sujet. Comme sur tous les autres sujets sur lesquels vous aurez des questions. Pour avoir la réunion quand même, parce que vous dites que c'est... On peut avoir la réunion, puisque vous m'avez dit qu'on aurait la réunion sur le sujet. Olivier, tu peux... Madame la secrétaire, Alors, oui, Christian Cambon, 1 minute. Une petite précision. Je crois surtout que le consulat d'Agadir est à moitié vide sur le plan immobilier et que la France est propriétaire d'un immense terrain qui n'est pas du tout valorisé. Je crois que c'est ça la réflexion de l'ambassadeur porte sur ce sujet-là. C'est une partie des éléments de la réflexion qui doit évidemment, voilà, les effectifs, c'est le regroupement, c'est la suite du regroupement, et puis nous avons d'autres éléments immobiliers à prendre en compte, et donc encore une fois, réflexion à un stade préliminaire dont nous partagerons les conclusions. Et sur Barcelone, j'ai bien noté votre demande, Monsieur le sénateur. Merci Madame la secrétaire générale. Merci de votre intervention très complète devant notre commission. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin que jamais de s'appuyer sur le grand professionnalisme du personnel du Quai d'Orsay. Mes collègues sont largement intervenus, qui montrent bien l'intérêt de notre commission sur l'action extérieure de la France. Ils se sont aussi fait l'écho un grand nombre d'incertitudes à moyen terme sur cette action extérieure, avec des marges de manœuvre qui sont bien entendu assez réduites dans un contexte international qui est évidemment dégradé. Et donc, je voudrais dire en conclusion qu'évidemment, notre commission sera vigilante sur l'ensemble de ces points. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices.
Bien, si vous le voulez bien, chers collègues, nous